Chef frère, vraiment, les élèves de la classe doivent payer une amende. Parce que les élèves de la classe, les ont fait que les Sénoufos ont vu les lames de Madame Blanc couler. Non, mais tu sais, depuis une semaine, là, sans préparation, hein. Non. Okay. On était tous informés, tout le monde était informé, sauf elle. Si c'était un coup d'état, là, elle tombait dedans. Elle tombait dedans. Elle allait rester au front. Les Sénoufos, ils ont pris confiance là-bas. Oui. J'ai entendu un dire comme ça que il y a un Sénoufo qui dit, lui veut emporter. Il dit, frère, il dit, gâteau là, si tu ne manges pas là, ça va. Mais lui, il dit, il va mettre dans la poche, il va attacher dans le sachet, et puis il va mettre dans la poche. Il dit, frère, il faut être un Sénoufo pour demander ça. Si tu suis bien, là, il a dit, moi, je vais emporter. Je suis que c'est un Sénoufo. Mais c'est pas si tu n'as pas tout entendu. Tu as vu ça? Sénoufo, il a réclamé la part du roi du printemps. Il dit, il y a un autre Sénoufo encore qui vient, il dit, donnez-moi pour Souniata le conquérant. Qu'est-ce que c'est mes frères? Ils ne savent même pas qu'ils sont en France. Tellement on attaque à bout. Ça, c'est pas bon. On dit que la gourmandise est un vilain défaut. J'espère qu'ils se sentiront bien comme ils ont pris la part de leurs frères. Là. Effectivement. Donc, ça va en tout cas. Donc, c'est une manière pour moi de dire à toutes ces personnes qui ont participé à la réunion d'hier, vraiment, je tenais à leur dire merci. On ne finira jamais de leur dire merci. Effectivement. Donc, chers frères, lorsqu'une mère est heureuse jusqu'à elle pleure de joie, ça veut dire que ce que nous avons effectué là, c'est aller au plus profond de son cœur. Donc, tous les doigts qu'elle a effectués à l'endroit de ses enfants, ce ne sont pas des choses qui vont rester, qui seront vaines, quoi. Ce ne sont pas des doigts qui seront vaines, quoi. C'est qu'il y aura forcément les retombées, ça, là, de toutes ces personnes-là qui ont participé à la joie de notre mère. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Donc, chef, vraiment, mon intervention de ce soir, ça serait un peu sur le système éducatif en Côte d'Ivoire. Et pour finir, je vais m'adresser à nos frères de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Chers frères, lors de l'une de mes interventions, on avait vu ensemble le budget de la masse salariale de l'État de Côte d'Ivoire. Et on avait vu ensemble que la masse salariale de l'État, il y a plus de 50% de la masse salariale de l'État qui était absorbée par l'enseignement. Donc, quand c'est plus de 50%, donc ça veut dire que l'État investit énormément dans l'enseignement en Côte d'Ivoire. Mais la question qu'on se pose, mais pourquoi malgré tout cet investissement-là, l'enseignement en Côte d'Ivoire tarde à se démarquer des autres pays? On est tout le temps, j'ai l'impression qu'on est en régression malgré tous ces investissements effectués. Parce que je me souviens très bien d'une interview du président de la République, où le président de la République, en deux phrases, il avait effectué le diagnostic de l'école ivoirienne. Le président de la République, il a dit ceci, il a dit que lui, il avait promis donner à la jeunesse ivoirienne 1 million d'emplois. Et ces 1 million d'emplois, effectivement, le président était satisfait de son bilan, parce que tous les grands projets qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, donc il y a la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui ont cru en ces projets-là et qui ont sollicité même ces projets-là en déposant des demandes d'emploi. Ils ont été recrutés pour pouvoir conduire ces projets-là dans la plupart. Donc le président a dit haut et fort qu'il était très très satisfait. Le président également, il a dit aujourd'hui la difficulté qu'a notre système éducatif, c'est que notre système éducatif n'est pas en phase avec les compétences que recherchent les différentes institutions en Côte d'Ivoire. Donc, en un mot, le président, en quelques phrases, il a tout dit. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous ces investissements-là dans le système éducatif ivoirien, mais on est toujours, il y a certaines compétences aujourd'hui qui manquent à nos différents étudiants ainsi que à nos différents salariés en Côte d'Ivoire. Chers frères, moi ce que je peux dire sur ce sujet-là, c'est-à-dire le système éducatif africain est pris en otage.
est pris en otage par cette histoire de UNESCO. Parce que quand on essaie d'effectuer certaines recherches sur l'UNESCO, il est dit comme ça que les objectifs éducatifs de l'UNESCO consistent à soutenir la réalisation de l'éducation pour tous, à jouer un rôle de leader mondial et régional en matière d'éducation, à créer des systèmes éducatifs efficaces dans le monde entier, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Autrement dit, ça veut dire que seul l'organisme des Nations Unies, ayant pour mission de couvrir tous les aspects de l'éducation, les activités de l'UNESCO englobent le développement de l'éducation préscolaire à l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement de formation technique et professionnelle, l'éducation non formelle et l'alphabétisation. En fait, quand je me base sur cette définition et sur les objectifs de l'UNESCO, c'est maintenant je comprends pourquoi, depuis maintenant près de 60 ans, nous sommes dans cette organisation-là, la plupart des pays africains, mais on n'arrive pas à décoller. Nos systèmes éducatifs, même nos diplômes sont toujours faibles par rapport à ces pays développés-là. Est-ce que l'UNESCO n'a pas une mission? C'est cette question aujourd'hui que je me pose, frère. Est-ce que l'UNESCO, ils n'ont pas une mission? Parce que je n'ai jamais vu en France ici, en Chine, aux États-Unis, où l'UNESCO se déplace pour aller dans ces pays-là pour dire non, on va faire une conférence sur l'éducation, tout. Ça n'existe pratiquement pas, sauf si je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Mais ça n'existe pas. Mais pourquoi l'UNESCO, tout le temps, nous impose certaines choses à nous, les pays africains? Raison pour laquelle... cher frère, sans vous couper la parole, oui. Est-ce que nous avons un système éducatif propre à nous-mêmes? Voilà, en gros, c'est vers là-bas que je m'en vais. Voilà, donc quand tu suis tout le monde bêtement, ils vont t'imposer leurs règles, c'est tout. Voilà, donc aujourd'hui, l'UNESCO nous impose une règle. Or, aujourd'hui, en Occident, c'est pas comme ça. L'UNESCO n'impose pas de règles au système éducatif français, américain, anglais. Même à la Chine, ils n'imposent pas quelque chose. Mais pourquoi c'est toujours nous, le continent africain, à qui on impose quelque chose? Donc aujourd'hui, notre manière de penser est détenue par ces personnes-là. Donc, raison pour laquelle nous sommes très en retard dans les recherches scientifiques, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique même ne représente même pas 1% de toutes les recherches scientifiques qui se font dans le monde. Donc, un moment trop, c'est trop. Il faudrait que nos dirigeants apprennent à se séparer de certains organismes parce que ça nous met en retard. La preuve est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des filières qui doivent fermer. Mais ces filières-là ne font que créer des chômeurs. Il y a des filières qui doivent fermer, il y a des filières qui ne sont pas en phase avec la réalité du monde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est bien vrai de dire, aujourd'hui, on veut rivaliser avec certaines personnes sur le plan mondial. Il faudrait que notre jeunesse ressemble à cette jeunesse-là. Mais il faut apprendre à se séparer de cette chaîne-là qui nous lie à ces derniers-là. Il faudrait que nous-mêmes, on ait notre propre système éducatif ivoirien. Nos enfants aujourd'hui, malgré qu'on est dans cette histoire de UNESCO-là, à quoi on assiste dans nos différentes écoles? Les concours sont toujours... C'est la tricherie qui existe dans nos concours. Les enfants se mettent eux-mêmes en congé anticipé. La FESI contrôle la plupart de nos universités. La FESI fait tout ce qu'ils veulent. Mais attends, depuis l'UNESCO, on est avec eux là. Voici ce que nous donne aujourd'hui ce système éducatif ivoirien. Chers frères, je vais dire à mes auditeurs ainsi que à la ministre Mario Toukoné, vraiment ton ministère que tu as vu là, vraiment c'est un ministère qui pèse lourd. Et vraiment, nous, on ne peut faire que des doigts pour toi afin que tu puisses atteindre tes objectifs et réussir ta mission. Mais la mission aujourd'hui que vous, nos parents, nos ministres, la mission que vous devez vous donner aujourd'hui, c'est d'avoir des séances de travail, à travailler sur un système, à élaborer un système éducatif à l'ivoirien de telle sorte à ce que nos enfants puissent être performants comme eux aussi les enfants, parce que c'est ce que la Chine a fait et la plupart des pays arabes aujourd'hui font. Nous, aujourd'hui, on est en train de trouver l'équivalence entre nos diplômes pour venir ici,
l'autre côté. Vraiment, c'est des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Même si on nous demande de coopérer entre université et université, quel est le gain pour aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il y a un centre de recherche en Côte d'Ivoire. C'est un centre de recherche qui a été mis en place par la Côte d'Ivoire et la Suisse. Bon, je ne sais pas exactement, je n'ai pas trop d'informations là-dessus, mais la majorité des financements de ce centre de recherche-là est donné par la Suisse. L'État de Côte d'Ivoire ne fournit même pas plus de 2% de ce financement. Mais, effectivement, donc si la Suisse aujourd'hui a vu la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'intellectuellement, il y a du potentiel sur le territoire ivoirien. Et ce partenariat-là, ça existe depuis longtemps. Mais les résultats de ces recherches-là, ça profite à qui? Je pense que ça ne profite pas à la Côte d'Ivoire. Or, ce sont des Ivoiriens qui travaillent sur des projets. Donc, j'invite nos présidents de la République, nos différents dirigeants à être regardants sur ce côté-là, parce que c'est des recherches qui sont financées aujourd'hui. C'est une coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Mais je parie, chef frère, que ça lui fait que c'est bénéfique que pour la Suisse. Et en plus, ce centre de recherche-là, si je me souviens bien de ce que j'ai vu, c'est par rapport au développement de, comment dirais-je, bon, pour ne pas dire des bêtises, mais c'est plutôt sur la Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, des personnes qui voient et qui visent loin, quand ils voient ces personnes en train de faire des recherches et qui financent sur la population ivoirienne, ça veut dire qu'eux, peut-être, ils ont atteint leur limite de leur côté. Donc, pourquoi ne pas s'inspirer aujourd'hui sur un potentiel qu'ils voient dans notre pays? Donc, là, ces résultats-là, ils prennent et puis ils font avancer leur pays. Donc, chef frère, vraiment, ça me tient énormément à cœur. Moi, je tenais impérativement que vraiment, vous qui avez cette capacité, cette connaissance, ce niveau intellectuel-là, j'aimerais qu'on ouvre un jour un débat là-dessus pour qu'on puisse se prononcer. Il n'y a pas de problème. Donc, chef frère, c'est ce que je comptais dire en premier temps. Il n'y a pas de si problème. vous avez quelque chose à rajouter, je peux vous laisser la latitude de le faire. Avant que non, c'est une thématique qui est bien ouverte et qui est totalement acceptable. Voyez-vous, d'abord, nous adoptons les connaissances qui ne nous sont d'aucune utilité. Parce qu'en réalité, de façon globale, quand on regarde la formation universitaire en Afrique, comment on peut comprendre qu'un si petit pays, la Côte d'Ivoire, 3000 doctorants ou 3000 docteurs? C'est quel genre de doctorat pour atteindre quel objectif? En réalité, nos diplômes ne valent pas la peine parce qu'en réalité, chers frères, quand tu prends un docteur africain dans un domaine spécifique, prenons le domaine des sciences, qui n'a jamais eu à faire des travaux pratiques, quelle est la valeur de ce doctorat? Voilà les vraies questions. Mais c'est en même temps le piège. Parce que quand tu imagines le coût des différents appareils pour faire les expériences, très peu d'États africains peuvent se les offrir. Et donc, c'est tout un engrenage qui se suit. Il faut nous maintenir dans une position où nos diplômes seront toujours dévalorisés pour que l'Occident puisse être toujours en avance sur nous. Mais là où nous pourrions combattre ce phénomène-là, c'est d'abord de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous recentrer sur les connaissances qui peuvent d'abord nous être utiles, sans tenir forcément compte de ces systèmes qui sont à la fois mafieux et pas intéressants. C'est vraiment très important. Sinon, tant qu'on ne va pas procéder ainsi, selon moi en tout cas, on sera là en train de tourner, ils vont nous remettre des bouts de papier, mais à la fin, quand tu viens, ça ne te sert pas et ça ne sert pas ton pays. Sachez aussi que jusqu'à une belle époque, les diplômes qu'on donnait aux Africains en France, on appelait ça les DPA. Les diplômes, non, les doctorats pour l'Afrique, les DPA. Ça veut dire que, voilà, mais ça a une forte connotation. Ça veut dire que c'est un doctorat qui ne tient pas. Sinon, même encore en France, les doctorats de beaucoup de ceux qui viennent proclamer qu'ils ont le doctorat, ce sont des faux doctorats, pour te dire la vérité. Et on appelait ça les DPA. Et on dit doctorat pour l'Afrique. Donc ce doctorat qui est pour l'Afrique, là, alors qu'il a subi une formation dans les écoles françaises, c'est un exemple que je prends, qu'est-ce qui fait que c'est moins performant que pour celui qui a obtenu en France? Ce n'est même pas là où il a eu le diplôme, mais on sait là où il va aller même là, il ne pourra pas mettre ça en valeur. Voilà aussi notre réalité. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Pour ajouter rapidement ce que vous avez dit, j'ai l'impression que ce type de doctorat, ça existe toujours en France, mais sous une autre forme aussi. Mais justement, parce que le monde évolue et quand quelqu'un s'est cultivé intellectuellement mieux que vous, la personne va toujours anticiper sur les événements et il va toujours pouvoir vous embobiner. Et ça marche jusque-là et les Africains n'en prennent pas conscience.
Parce que, en toute sincérité, chers frères, pour pouvoir faire rapidement, les doctorats en France, il y en a 3 types. Et c'est 3 types de financement. Donc, à travers les différents types de financement, on peut localiser déjà même ce qu'on appelle doctorat africain. Parce qu'il y a un doctorat en France, les doctorats en France sont la plupart financés par le Centre national de recherche, on appelle ça le CNRS. Et quand c'est comme ça, c'est l'État, c'est le Centre national de recherche français même qui finance ce doctorat-là. Et après, il y a un autre doctorat qui est financé par peut-être les laboratoires privés et par des entreprises qui ont peut-être des problèmes, des soucis, et ces entreprises-là financent la plupart de ces docteurs-là. Maintenant, il y a un autre doctorat dont le financement est à la fois basé sur le financement des pays africains et sur le financement peut-être des organismes, d'une petite organisme comme ça qui fait éducation pour tous, pour tout le monde, doctorat pour tout le monde. Donc j'ai remarqué que la plupart de nos étudiants africains, quand ils n'arrivent pas à avoir le financement de la part du CNRS, ils vont chercher des financements pour, comment dirais-je, pas des entreprises ou pas des laboratoires privés. Lorsqu'ils n'ont pas ça, c'est maintenant qu'ils font recours auprès de leurs différentes ambassades. En France, pour pouvoir passer un doctorat, pour pouvoir être admis à l'école doctorat, il y a un minimum que tu dois avoir comme salaire. Et le minimum, c'est 1 200 €. Si ce n'est pas 1 200 €, ils s'en foutent. Donc, il y a des arrangements qui se font d'ambassade en ambassade où il y a un papier qui est donné, le doctorant, il reçoit officiellement tel montant, mais en réalité, il ne reçoit pas pour que son dossier soit validé. Donc, ça existe en France, mais sous une autre forme. Bon, désolé d'avoir trahi ce secret-là, mais il faudrait qu'on dise les choses de telle sorte à ce que nos dirigeants puissent prendre conscience. Maintenant, en ce qui concerne le sujet, chers frères, mon message de ce soir, je m'adresse à tous les fils de l'Ouest. Les fils de l'Ouest, ce qu'ils doivent comprendre aujourd'hui, nous ne sommes pas engagés dans un combat contre les fils de l'Ouest. Nous sommes engagés dans un combat contre ces fils de l'Ouest-là qui ne mettent pas l'intérêt de toute la population de l'Ouest devant. Ils mettent leur intérêt individuel égoïste, raison pour laquelle nous sortons. Chers frères, le président de la République, ça a été, je ne vais jamais cesser de le dire, c'est un bonheur pour la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un d'équitable. Chers frères, vous vous rappelez, sur cette plateforme, j'avais parlé des dotations que donnait l'État de la Côte d'Ivoire à toutes les collectivités territoriales. Aujourd'hui, là, je vais répondre à Gouzanou. Gouzanou, la région du Tonkwi, en dotation, l'État de la Côte d'Ivoire a donné 2 milliards 260 millions 264 945 francs CFA. Et la région du Tonkwi regroupe les villes comme Man, Biankouma, Zonien, Siplou, Sangoumé et Goumé. Dans la même région, dans la région du Guemon, le pouvoir qui est en place aujourd'hui, c'est les nordistes qui sont au pouvoir. La région du Guemon a reçu 1 milliard 573 millions 109 951 francs CFA. La région du Cavali a reçu 1 milliard 528 millions 866 774. Et cette région de Cavali là est composée de 4 villes. Guiglo, Bleulequin, Taï, tout le Pleu. À ces 4 villes-là, l'État a fait une dotation spéciale à hauteur de 1 milliard, plus à 1 milliard 500 millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, s'asseoir et traiter les fils du Nord de tribalisme, de tribalistes, ça veut dire que ça c'est l'ingratitude du plus haut sommet. Parce que c'est un fils du Nord aujourd'hui qui donne tout cet argent-là dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire.
Gouzano, est-ce qu'elle peut expliquer un peu à ses parents, voici ce que le président de la République donne. Mais on peint ce que le président de la République ainsi que les fils du Nord qui sont dans ce gouvernement-là, on peint ça en noir et on présente une autre facette de ces fils du Nord-là. Ça, là, il faut être le diable pour pouvoir se comporter comme ça. Maintenant, vu que vous êtes en train de dire que les fils du Nord ne font pas ça, ils ne donnent pas de l'argent, ils ne font pas ceci, cela, oui. Vu que vous avez fait votre mouvement de cyber-activistes de l'Ouest, allez réclamer votre part dans ces près de 6 milliards qui ont été donnés à votre région, à vos cadres. Vous leur dites que nous, là, nous mettons sur les réseaux sociaux, là, pour parler dans RHDP, là. Donnez pour nous. Allez voir vos cadres, ils vont donner pour vous. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Et puis, dans ça même, je vais dire encore une région, la région du Zasso, région du Gore. Cette région-là a reçu de la part de l'État de Côte d'Ivoire 1 milliard 718 millions 116 252 francs. Donc ça veut dire que on ne peut pas avoir un tel président de la République ainsi que des collaborateurs comme l'ASPR ou bien peut-être son premier cercle est composé majoritairement des fils du Nord pour que vous puissiez traiter les fils du Nord de tribalistes, des personnes qui ne veulent pas avoir d'autres peuples auprès d'eux. Comment vous pouvez nous justifier aujourd'hui, à travers ces sommes-là, que nous sommes égoïstes? Et en toute sincérité, chers frères, lorsqu'on fait le calcul de la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont eu de la part du pouvoir Ouattara, même en dotation, ça dépasse même celle du Nord. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui être méchant jusqu'à ce point-là et de traiter les fils du Nord de racistes qui ne veulent pas voir les gens de l'Ouest, ils ne veulent pas faire ceci, cela. Mais c'est-à-dire, en gros, c'est des satans, c'est des chétans. Parce que eux, pour leur intérêt, ils sont prêts à mentir à leurs parents. On revient sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en toute sincérité, lorsqu'il était président de la République de la Côte d'Ivoire, en dotation, combien recevait le Nord? Est-ce qu'ils ne sont même pas capables de sortir ces chiffres-là? C'est parce qu'aujourd'hui, avec le président de la République, il a ouvert l'esprit des Ivoiriens. Et il a éclairé énormément d'Ivoiriens. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous, sur notre plateforme Éclairé Pro Vérité, ces informations-là, c'est sur notre plateforme, vous pouvez avoir ces informations-là. Donc, on se base sur quelque chose de concret. Et c'est là qu'on voit que le président de la République ainsi que le pouvoir du Nord, c'est un pouvoir qui est juste. La preuve est que aujourd'hui, nous sommes victimes de notre gentillesse. Parce que sous l'ère Laurent Gbagbo, il pouvait bien mettre fin à cette crise ivoirienne-là. Mais il a préféré laisser les choses pourries. Et aujourd'hui, tu vois, les Gore, ils viennent, ils nous disent que le président Gbagbo Laurent, ce qu'il a fait du Nord, il a fait beaucoup pour le Nord, parce que le Nord est resté pendant des années sans payer courant, sans payer l'électricité. Mais quand il dit ça, vraiment j'ai envie de le gicler. Nous aujourd'hui, voici ce que le président de la République est en train de faire pour vous. Et ça se chiffre à des milliards. Mais, je préfère m'arrêter là. Parce que c'est des gens qui n'en valent pas la peine, c'est des imbéciles, c'est des ingrats, et ils vont rester toujours dans leur ingratitude. C'est des personnes, tu vas vouloir faire sortir de la boue, eux-mêmes les vont te tirer pour tomber dans la boue. C'est des personnes que nous n'avons jamais aimées, à l'exception de certains cadres de leur région. Et moi, j'invite ces cadres de région-là à parler à leurs frères. Parce que s'ils veulent que le torchon brûle, le torchon va brûler définitivement. Là, comme ça, chacun va aller dans sa région. Quoi. Nous, on va prendre cendre de torchon là, et puis on va faire café pour boire et ça. Parce que vraiment, il y a des choses, c'est inadmissible. Qu'ils aillent réclamer de l'argent dans les différentes régions. Parce que s'ils pensent qu'eux, ils sont là pour le président de la République, ils sont en train de parler. Maintenant, comme ils parlent pour les régions, qu'ils prennent tous dans les milliards là, qu'ils partent prendre leurs millions qu'ils veulent, qu'ils arrêtent d'embêter les fils du Nord, qu'ils arrêtent d'embêter les fils aussi des autres régions. Chaque région est suffisamment représentée dans le gouvernement de telle sorte à ce que le développement puisse toucher tout le monde. Et le président de la République
public, il est équitable, ainsi que tous ses collaborateurs. Et en même temps, je profite pour pouvoir terminer. Je profite pour dire à tous nos cadres, chers frères, les cyberactivistes, il faudrait qu'ils s'éloignent. Parce que moi, je me rappelle très bien de l'intervention de M. Kokora sur la plateforme de Ladji Sherif, où M. Kokora a été invité. M. Kokora, vraiment, en toute sincérité, le cap olympien qu'il a détaillé les choses. Il a dit énormément de choses. Il a dit que Côte d'Ivoire, ce n'est pas un militant RHDP. Que la preuve qu'il n'a pas de carte RHDP et il n'appartient à aucune section du RHDP. Donc, c'est lui qui s'est invité dans le combat. C'est lui qui a décidé de partir. Donc, là, vraiment, lui ne voit pas Gueye en tant que militant RHDP. Donc, vraiment, toute cette chef, pour terminer rapidement, dans la restructuration du parti, si on doit créer dans la restructuration du parti des cyberactivistes qui représentent officiellement le parti, vaut mieux qu'on mette ça en bonne et due forme. Parce que quand c'est comme ça, c'est trop de désordre. C'est n'importe qui vient sur les réseaux sociaux pour dire qu'il représente le RHDP. Et quand ça ne va pas, il commence à insulter le RHDP. Donc, à un moment, on en a marre. Nous souhaiterons que nos différents responsables qui sont au devant de ces partis-là, qu'ils puissent prendre des taureaux par les cornes de telle sorte à ce qu'au niveau des cyberactivistes, on ait des représentants légaux du parti. Donc, c'est par ça que je comptais terminer. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour cette brillante intervention. Et je me ferai fort de mettre cela à la face du monde pour que le monde se souvienne que Alassane a été le président le plus généreux avec l'Ouest de la Côte d'Ivoire, avec les chiffres que vous avez donnés de façon concrète, pour les mettre au défi de venir nous dire si cela est vrai ou faux. Parce que c'est ça la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci beaucoup, cher frère. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous pareillement. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons eu un tout dernier intervenant qui certainement a quelque chose à dire. On va lui donner la parole rapidement, bien qu'il soit hors temps, pour qu'il puisse, au nom de la liberté de parole, s'exprimer. Et je salue notre aîné bien-aimé Touré KTS, qui est avec nous, ainsi que notre mère Ramatou Doumbia, ainsi que Poké Andreas. Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci. Oui, on vous a pris hors temps. Pardon? J'ai dit on vous a pris en dehors du temps. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, on va vous accorder 5 à 10 minutes. Non, vraiment, merci beaucoup. Non, c'était pour t'annoncer que tiens, il y a l'autre là, comment il s'appelle? Le gars là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom là. Le Sénégal là, qui fait l'intervention tout le temps, j'ai oublié son nom. Le roi du printemps. Voilà. Non, c'est un secret, il m'a dit qu'il veut devenir Koya, il veut prendre la nationalité Koya. Non, son dossier même est sorti. Toi-même, tu es en retard. Ah, d'accord. Sa carte de résident Koyara est sortie à 10 h aujourd'hui. Ah, d'accord. Là, maintenant, on lui a fait deux choix. On va lui donner 30 mètres carrés de terrain. Là, tu as tout compris. Il dit bien 30 mètres carrés. Il va construire une petite maison là-bas. Ok. Voilà, donc tout son dossier est prêt déjà. Ah, c'est pour ça que j'ai appelé là. Je m'inquiétais beaucoup pour ça. Dès qu'il m'a annoncé cette agite, il faut que j'annonce à l'éclairer. Non, le dossier, depuis hier, on a traité ça. Il y a un site que quand on m'était à parler de ça, j'ai créé un site là, comment devenir Koyara en 24 heures. Il a appliqué là-bas, c'est sorti en 10 h aujourd'hui. Ah, dis, mais c'est pourquoi tu n'as pas vu, il était content aujourd'hui, il parlait là. Ah, vraiment, c'est ça qui m'a étonné là, vraiment. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, vous passez une excellente soirée. Ok. Et donc, chers frères et sœurs, chers parents, ça a été une énorme joie et vous voyez bien que ça s'est bien terminé avec une note beaucoup hilarante, comique. C'est ça la plateforme Éclaireur. C'est d'abord la primauté de la fraternité, de l'humanisme. Et je remercie les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité de Paris pour ce que vous avez fait hier. Nous remercions Walter Otto, nous remercions Adama Kone, nous remercions toutes les bonnes âmes qui continuent de quelque manière que ce soit à rendre cette plateforme viable à travers le comportement d'humanisme et tous les biens que vous dégagez. Et je salue à James Ouattara sur Facebook, je salue aussi Enza Fofana, et je salue M. Mamadou Silla,
Ce sont tous des participants sur Facebook, ainsi que Mohamed Zeina Silla et bien d'autres personnes. Sans oublier aussi sur Facebook, je salue notre aîné Tanguy KTS, Andrea Poké, et je salue aussi Mété Tefet, ainsi que toutes les autres personnes, puisqu'on ne peut pas citer tout le monde. Je salue M. Berthet, et toutes nos mères en particulier sont saluées, ainsi que tous les autres intervenants, comme Mamadou Djoba Kassa Vogo Kone, qui dit merci pour ce message. C'est véritablement à vous que reviennent. Et surtout, merci à M. Blanc, qui en temps réel est en train de m'amener toutes les photos d'hier, que nous nous ferons fort de reposter à nouveau. Ce sera avec beaucoup de plaisir que bientôt, vous allez voir. Et quand vous voyez les sourires et les visages, ça vous donne envie de pâlir, tellement chacun de nous aurait voulu y être. Mais c'est ça la vie.